Chère communauté, chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos parachas de la semaine avec un des rabbinim de Créteil, Rav Benjamin Smadja, bonjour. Bonjour. Et bien voilà, aujourd'hui on a décidé un petit peu de changer de format, faire ça en extérieur, en plus avec cette chaleur, ce temps merveilleux, n'est-ce pas hein, tout à fait. Une vraie bracha. Exactement, je me suis dit que ça pouvait être agréable de vous recevoir, toute la communauté de Créteil, dans le jardin du Macom. Alors, pouvez-vous présenter rapidement, pour ceux qui nous regardent, ce qu'est Macom et puis où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors Macom, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un centre pour les étudiants, les étudiants des facultés de Créteil, mais pas que. Comme vous le savez, il y a énormément d'étudiants qui font leurs études sur Créteil. Et oui, on dit à peu près 1000 étudiants d'ailleurs. Ouais. 1000 étudiants, 1000 étudiants juifs, disons bien, parce qu'il y a bien plus que d'étudiants qui d'ailleurs ne sont pas juifs. 1000 étudiants. Et donc, depuis quelques années, il y a un centre qui existe pour les recevoir, déjà le midi, pour manger cachère et se retrouver entre juifs. Et donc ce centre est encadré par des rabbinim, qui sont à l'écoute des jeunes et qui essayent d'avoir avec eux une proximité et qui essayent de leur apprendre, de leur donner un nouveau regard de la religion qu'ils n'ont peut-être pas eu, soit parce qu'ils n'ont pas été dans des écoles juives, donc c'est pour certains la première fois qu'ils rentrent dans un endroit juif de leur vie depuis peut-être leur bar mitzvah. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue depuis leur bar mitzvah et qui reviennent et qui sont les premiers rabbins qu'ils croisent depuis leur bar mitzvah. Et aussi des gens qui ont fait leur scolarité dans les écoles juives et qui veulent justement, quand ils arrivent à la fac, trouver un refuge pour pouvoir continuer à étudier, à manger cachère, à se retrouver entre juifs. Donc voilà, il y a également des cours organisé tous les soirs avec l'équipe de rabbinim qui m'entoure. Public mixte Public mixte, c'est pour les jeunes de 19 à 28 ans. D'accord, on essaye une fois par semaine d'organiser une grande conférence avec en général un conférencier. On a eu Rav Shana la semaine dernière, Rav Ben Chetri de temps en temps. Et puis voilà, Rav Senior bien évidemment qui nous aide énormément dans tous ces rabbinim qu'on salue, bien entendu. Hein. Et bien tout cela est possible, Baruch Hashem, grâce aussi à l'aide à votre aide, et puis à l'aide de la communauté de Créteil, M. Albert Elarab qui est main dans la main avec moi dans ce projet, que je remercie énormément, et toutes les personnes du salue très volontiers. Un grand merci qui a été aussi d'ailleurs là en grand soutien pour cette démarche de chaque semaine enregistrer on va en parler justement, une paracha par un des rabbinim de Créteil. Très bien, on va essayer de revenir sur une petite idée. Justement, tu parlais de ces vidéos enregistrées sur internet. Oui. Je voulais déjà te féliciter pour cette initiative. On peut se tutoyer, on se tutoie en plus en vrai. Donc. Voilà. te féliciter pour cette initiative et peut-être te faire prendre conscience de l'importance de ces vidéos sur internet. On était Shabbat avec le Rav Zamir Cohen, que vous connaissez sûrement du site Ida Brot. J'ai eu la chance de passer Shabbat avec lui, un Rav extraordinaire qui diffuse énormément également sur internet. Et il nous disait qu'il est arrivé une fois à un cours où il y avait une trentaine de personnes, ce qui pour lui est relativement peu, puisqu'il est habitué à donner cours devant des centaines de personnes. Et on va dire qu'il n'était pas attristé, mais qu'il était un petit peu étonné et un petit peu déçu de voir peu de monde présent à son cours. Il a quand même donné avec toute l'énergie habituelle, toute son énergie et son professionnalisme. Et quelques semaines après, il regarde sur internet et il voit que ce cours a été vu plus de 200 000 fois. Donc voilà un petit peu l'ampleur d'un cours qui est donné comme ça de manière complètement anodine et qui va finalement faire des milliers de vues. Il a voulu une fois organiser un très grand cours de Torah dans un stade, ils étaient plus de 10 000. Il a fallu 6 mois d'organisation, etc. Alors que là, devant 30 personnes, 200 000 personnes, voilà. on peut écouter ces paroles de Torah. Donc Johan, bravo pour ce que tu fais. Et puis vous avez tous la possibilité de partager. De liker. Partagez, likez, mettez le pouce bleu. Voilà, au lieu de partager des bêtises, des âneries, des personnes qui se filment à faire des bêtises devant leur écran, et partagez,
des paroles de Torah et des divrei Torah, et grâce à Yohan. Tout à fait. Moi je te félicite. Avec des rabbinim de très haute qualité. Je te remercie. Et c'est pour ça aussi que c'est un vrai plaisir chaque semaine de rencontrer des rabbinim. Exactement, qui font un travail magnifique sur Créteil, une très belle communauté, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc parlons un petit peu de la paracha justement. Voilà. Sans transition. Sans transition. Alors, si tu veux bien, on va revenir déjà sur un événement de la paracha de la semaine dernière, parce qu'il est lié à notre paracha. La fin de la semaine dernière, la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière qui était Be'alotecha, on nous parle d'un événement avec Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. La sœur de Moshe Rabbeinu, également sœur de Aaron, exactement, qui va dire du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Vatedaber Myriam ve Aaron, nous dit le passouk. Qu'a-t-elle dit sur Moshe Rabbeinu? Alors qu'a-t-elle dit sur Moshe Rabbeinu? Embêté par les moustiques. Oui, on est en direct. Séance un peu bucolique, les aléas du direct, n'est-ce pas? Et donc, elle dit sur Moshe Rabbeinu, si tu veux rentrer vraiment dans les détails, alors que Eldad ou Medad, qui sont deux personnes qui ont commencé, on va dire, à capter de la névoie, la prophétie, eh bien, on vient chez Moshe Rabbeinu dans sa tente pour lui annoncer que Eldad ou Medad donc, commence à prophétiser dans le camp. Et là se trouve dans la tente Myriam et Tzipora, femme de Moshe. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'y était pas, nous. C'est Rashi qui nous dit ça. Oui. Incroyable. Rashi. Incroyable. Tout ce que Rashi nous révèle. Et donc Myriam entend de la bouche de Tzipora, malheur à leurs femmes, donc parlant des femmes de Eldad ou Medad, qui vont devoir se séparer de leur mari, comme mon mari s'est séparé de moi. Donc Myriam en déduit que Moshe s'est séparé de Tzipora, sa femme, et elle va raconter à Aaron, disant, attends, nous aussi on est des prophètes, on ne s'est pas séparé de nos maris ni de nos femmes, pourquoi Moshe a fait une telle chose? Elle a donc raconté ça à Aaron. Ça a été considéré évidemment comme du Lachon Hara, et elle a été tout de suite punie par la lèpre. Nous dit le Chafetz Chaim dans son Sefer Shmirat HaLashon. Tout à fait, le Chafetz Chaim, éminent rabbin, grand maître de la Torah, qui a beaucoup écrit sur la médisance, contre la médisance, l'étude de la parole. Exactement. Et contre le Lachon Hara. L'importance de la parole. Et donc, nous dit le Chafetz Chaim, Myriam n'a nullement eu l'intention de critiquer Moshe Rabbeinu. Elle s'est simplement interrogée sur ses actions. Pourquoi Moshe a-t-il agi de la sorte? Nous aussi, nous sommes des prophètes. Et donc, pourquoi Moshe a fait cela? Et là, Akadosh Baruch Hu lui-même de répondre, Moshe est unique. Vous êtes des prophètes, effectivement, mais Moshe est unique. Il doit être tout le temps disponible à pouvoir communiquer avec moi pour pouvoir transmettre la parole au peuple. Donc Moshe Rabbeinu, qui justement le précise à cet endroit dans la Torah, est le plus modeste de tous les hommes, malgré sa grandeur, arrive à rester l'homme le plus modeste de tous les hommes, eh bien Myriam ne devait pas avoir cette réflexion contre Moshe Rabbeinu, elle est punie immédiatement par la lèpre. Évidemment, la lèpre, comme vous le savez, si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, est la punition de celui qui dit du Lachon Hara, puisque à l'époque, celui qui était puni de la lèpre devait être retranché du peuple. Tout à fait. Donc, Et il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a beaucoup surpris en lisant notamment ces parachiotes, c'est que Myriam elle-même était une Névia, était une prophétesse. C'est écrit en toutes lettres, Myriam a Névia. Et ça, c'est aussi un statut surprenant. Comment a-t-elle pu fauter de la sorte, c'est ça? Oui, et d'autant que aussi son frère a été lui-même prophète. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs, sur ce point, rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'est un prophète dans le judaïsme? Alors un prophète, c'est tout simplement une personne qui va recevoir une parole d'Akadosh Baruch Hu et la retransmettre au Ham Israël. Alors il y a eu malheureusement des prophètes, des Navi Sheker, ce qu'on appelle, des prophètes qui étaient mensongers et qui n'étaient pas au niveau et qui transmettaient des fausses informations. Et malheureusement, ça nous a porté préjudice à plusieurs reprises. Oui. Mais donc c'est un petit peu, c'est un autre sujet. On pourrait extrapoler ce sujet des Mais ce qu'on peut dire aussi, et je parle sous votre contrôle, c'est que
En hébreu, le prophète se dit le Navi, et le mot Navi, en hébreu, la racine, ça veut dire les lèvres, la bouche. Le Navi, c'est celui, lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Tout à fait. Mais il y avait un point particulier pour Moshe Rabbeinu, c'est que lui, il parlait directement face à face avec Akadosh Baruch Hu. PLP Adaberbo nous dit Passouk. Alors voilà, justement. Tu connais le Passouk par cœur. Et donc c'est exactement ce que je disais qui différencie Myriam et Aaron de Moshe Rabbeinu, qui eux avaient des prophéties à travers souvent des rêves. Voilà. Et Moshe pouvait parler PLP, avoir cette grandeur de pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. On ne peut absolument pas s'imaginer la grandeur de Moshe Rabbeinu qui pouvait donc s'adresser à Dieu et donc du coup être tout le temps disponible et donc devoir se séparer le temps de ses prophéties de sa femme. Tout à fait. Et donc nous dit le Chafetz Chaim, si Myriam, qui n'avait nullement l'intention de dire quelque chose de négatif sur Moshe, a été punie par la lèpre, on peut en prendre morale et se dire que on doit bien s'interroger sur cette faute de Lachon Hara qui est extrêmement grave et qui parfois peut faire justement des séparations dans le peuple. Et comme je disais, la punition de celui qui parle du Lachon Hara, c'est de recevoir la lèpre, parce que justement le lépreux était mis à l'écart. Il devait être sorti du peuple. Comme il a voulu créer des fissures dans le peuple, et bien on le prend et on le met à l'écart également. Mida keneged mida. C'est pour ça que c'est la punition qu'on reçoit pour quelqu'un qui dit du Lachon Hara. Et donc Myriam tombe malade. Moshe lui-même, qui n'a absolument pas voulu à sa sœur, va prier pour elle, et donc le fameux Enna Refanala qu'on connaît, il va prier pour elle, et donc elle va être guérie, mais tout le peuple va déjà apprendre de l'histoire de Myriam. Nous dit le Rambam, ça aurait pu se passer incognito, puisque finalement il y avait Myriam, Aaron et Akadosh Baruch Hu qui savaient. La Torah a voulu que ça soit divulgué, pour qu'on puisse justement apprendre de cet enseignement. Et il y a d'ailleurs une mitzvah de Zechira de rappeler tous les jours le maasé de Myriam, ce qu'a fait Myriam, les actions de Myriam. C'est une obligation, il y a 10 choses qu'on doit rappeler tous les jours. Une des 10 choses, c'est les actions de Myriam. Donc voilà. Qui a beaucoup de mérite. Qui a beaucoup de mérite. Et qui d'ailleurs a été une grande dirigeante aussi pour les femmes. Exactement. Et qui a sauvé déjà son frère quand il était nourrisson pour le mettre dans le Nil. C'est de là d'ailleurs qu'on en déduit qu'elle avait nullement une intention négative envers son frère, puisqu'elle a mis sa vie en danger au moment où elle... Tout à fait. Mais peut-être qu'on peut dire qu'à ce moment précis où elle a parlé sur Tzipora, elle aurait manqué d'humilité vis-à-vis de son frère. C'est pas ce qui est écrit dans les livres. On ne peut pas se permettre d'aller plus loin. En étant médisant, peut-être qu'il y a là-dessus. Voilà. Mais... C'est possible. J'entends ce que tu veux dire. En tout cas, donc voilà, la paracha se termine avec cette histoire de Myriam. Et tout le peuple a attendu Myriam. C'est par le mérite de Myriam qu'ils avaient l'eau, Bé'er Myriam, le puits de Myriam. Pendant toutes ces années, 40 ans dans le désert, ils avaient de l'eau grâce à Myriam. Et qui dit eau dit Torah également. Exactement, il met la Torah, tout à fait. Tout à fait. Donc on continue avec notre paracha. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé de cette paracha? Parce que tout simplement Rashi nous dit dans le début de la paracha de Shelach Lecha, qui est la paracha de notre semaine, pourquoi ces parachiotes de Be'alotecha et Shelach Lecha ont été juxtaposés? Parce que les Bnei Israël auraient pu apprendre de l'histoire de Myriam, de l'importance de ne pas médire, de ne pas dire de Lachon Hara, et malgré tout ils n'ont pas appris et ils ont fait de Lachon Hara sur, comme tu le sais, sur Eretz Israël. Sur Eretz Israël, et à travers les explorateurs, on va tout de suite l'expliquer, et donc par cela ils ont été punis de rester 40 ans dans le désert. C'est vrai, je me rappelle avoir lu un passage, en tout cas sur la vie du Chafetz Chaim, aussi sur la médisance, où à l'époque il y avait des messagers qui étaient allés voir, des émissaires qui étaient allés voir le Chafetz Chaim qui lui avait dit comment était à l'époque la Palestine. On disait la Palestine, hein, que c'était une terre terrible, que rien n'y poussait, il y avait des maladies, c'était tout le contraire d'aujourd'hui, qui est une terre magnifique. Et ça a toujours été une terre magnifique. Ça a toujours été une terre magnifique, mais en tout cas une terre féconde où poussent voilà, de nombreux fruits et légumes excellents. Mais il les a chassés à coups de pied
en leur disant: vous faites de la médisance contre Eretz Israël exactement comme les explorateurs ont fait de la médisance sur Eretz Israël et ont du coup causé la perte de 40 ans dans le désert en punition pour l'âme Israël à l'époque. Et ça veut dire que même contre Israël, il ne faut pas non plus faire Tout à fait. de médisance. Tout à fait. Et donc les Bnei Israël font du Lachon Hara sur Eretz Israël. Déjà, demandent à partir pour explorer la terre. On est donc un an après la sortie d'Égypte et les Bnei Israël s'apprêtent à rentrer en terre d'Israël. Et là, ils demandent à Moshe Rabbeinu: on aimerait bien aller voir. Et en plus, pour se poser la question, ça paraît logique. Je vais y arriver, bon bah, il faut aller voir, quoi. Il faut bien envoyer des gens, même de manière militaire, au niveau stratégique, comment on va s'y prendre, comment on va... Des espions, simplement, voilà, voir, des éclaireurs. Comment on va devoir s'habiller, je sais pas moi, enfin bref, savoir de quoi est fait exactement Eretz Israël, comment est fait Eretz Israël. Donc ils ont demandé à ce qu'on a envoyé des explorateurs, et nous disent les Chachamim, c'était déjà une erreur. C'était déjà une erreur parce que à partir du moment où on a affaire à un niveau de Emouna comme celui-là, puisque on sait que les Bnei Israël à cette époque ont reçu la Torah, on ne parle pas d'un peuple bas et léger, mais même la plus petite des servantes a vu ce que le plus grand des prophètes pouvait voir dans la suite de l'histoire, Yecheskel Ben Douzi. Donc on a affaire à un peuple extrêmement grand qui ne devait pas se poser cette question et qui devait rentrer en Eretz Israël. Malgré tout, Hachem dit à Moshe: Shelach Lecha, envoie pour toi, Reshut Beatra, tu as la possibilité de le faire, je ne t'oblige pas, si tu veux tu le fais, si tu veux tu ne le fais pas. Les Bnei Israël ont voulu le faire, et donc ils ont envoyé. Et donc ces explorateurs, qui étaient 12, sont restés pendant 40 jours à explorer la terre. Et pendant ces 40 jours, ils ont vu effectivement ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants, ils ont vu des guerres, ils ont vu une terre, Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui mange ses habitants. Et ils reviennent avec cette vision, et ils transmettent ça au peuple, et le peuple se met à pleurer. Et nous dit la Gemara que c'était le soir de Tisha B'Av, ils sont revenus. Et ce qu'on dit Rabbi Yochanan, c'était le soir de Tisha B'Av, et Akadosh Baruch Hu leur a dit: vous avez pleuré pour rien, entre guillemets, et bien dans l'histoire maintenant vous pleurerez pour quelque chose. Et on sait à quel point ce jour de Tisha B'Av est un jour de tristesse, puisque les deux temples ont été détruits et toutes les catastrophes les plus terribles jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu le soir de Tisha B'Av. Donc c'est un petit peu les Bnei Israël qui ont provoqué ces pleurs à travers donc, ce Lachon Hara sur Eretz Israël. C'est d'ailleurs également le Lachon Hara qui a causé la destruction du deuxième temple avec l'épisode de Kamsa et Bar Kamsa. Rav Pinto, Rav Yoshayahu Pinto, à qui on souhaite une refouach shlema, une explication incroyable que je ne connaissais pas, justement sur l'idée de Shelach Lecha, envoie pour toi. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de décider lui-même? Habituellement, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit: voilà, il faut faire ça, dis-le au peuple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire, cette fois-ci, bien, non, tu dois toi-même décider? Alors nous dit Rabbi Yoshayahu Pinto quelque chose d'exceptionnel. Il nous ramène une autre Gemara qui nous dit que Moshe Rabbeinu a pris la décision de faire donner la Torah, non pas le 7 Sivan, non pas le 6 Sivan, pardon, mais le 7 Sivan. Il a décidé que la Torah soit repoussée, soit donnée un jour plus tard. Et Akadosh Baruch Hu a accepté son point de vue et a effectivement donné la Torah le 7 Sivan. Ce qui a engendré, on connaît la suite, malheureusement, la faute du veau d'or, puisqu'il y a eu ce fameux décalage, et donc les Bnei Israël ont par la suite fauté et sont arrivés à la faute du veau d'or. Et nous disent nos Chachamim, cette faute du veau d'or, c'est ce qui a fait dégringoler le Ham Israël, qui était au niveau de Adam Arishon avant la faute, au moment de recevoir la Torah, et qui sont complètement dégringolés après cette faute, et qui ont complètement dégringolé après cette faute, ce qui est incroyable, du Hegel. Et donc finalement,
si par la suite ils vont pécher dans cette paracha de Shelach Lecha et qu'ils vont avoir ce manque finalement de Emouna, c'est parce que justement ils ont fait cette faute du Hegel, cette faute du Vaudor, qui va les faire redescendre à un niveau. Donc quand Moshe Rabbeinu nous dit, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, si tu veux fais-le, il lui dit entre guillemets tu es responsable, puisque c'est toi qui as voulu rajouter un jour, donc maintenant continue dans ta responsabilité, c'est toi qui as voulu que ce jour soit rajouté, c'est à cause de ça qu'il y a eu la faute du veau d'or, et donc que malheureusement va se passer cet événement qui va se finir de manière tragique, puisque ces 10 personnes vont mourir, et toute cette génération qui a vécu ce moment ne va pas pouvoir rentrer en Israël, sauf Yoshua bin Nun, Caleb ben Yefuneh, qui sont les deux, justement, on va parler d'eux. On pourrait quand même se poser la question. J'envoie quelqu'un pour visiter, par exemple, un appartement. Cette personne revient en me disant l'appartement c'est une catastrophe, il est horrible, je ne vais pas lui en vouloir. Je lui ai demandé d'aller voir, il est allé voir, il l'a vu, et il est revenu en me disant ce qu'il avait réellement vu. Donc, pourquoi est-ce qu'on en veut à ces Meraglim qui finalement n'ont rapporté que ce qu'ils ont vu? Et là, on répond à cette question par Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh. Eux, ils ont vu aussi, mais ils ont rapporté complètement différemment. Ce qu'on a reproché finalement à ces Meraglim, c'est qu'ils aient fait leur propre jugement. Ils ont dit aux enfants d'Israël, notre niveau spirituel ne nous permettra pas d'avoir cette garantie que Hachem a fait au Havot et tout au long de notre histoire, à nos pères et tout au long de l'histoire, qu'il va nous donner l'Israël et qu'on va pouvoir défendre on va pouvoir combattre ces peuples qui sont si puissants. Ils ont douté de leur faute, ils ont douté d'eux-mêmes. Et ils ont dit Dieu, et finalement ils ont douté de Dieu. Donc Dieu ne pourra pas nous apporter ses mérites parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et là, Caleb ben Yefuneh justement leur dit, faites une chose, ne vous en prenez pas à Kadosh Baruch Hu. Ne vous rebellez pas contre Kadosh Baruch Hu textuellement dans le passage. Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. Tout est entre les mains d'Hachem sauf la crainte du ciel. Si vous faites votre part, si vous donnez votre maximum dans la Torah et dans les mitzvot, sans se dire je n'arriverai jamais à un niveau extrêmement haut, mais que je fais mon maximum à mon niveau, et bien un jour j'arriverai à être quelqu'un de grand et je vais avoir ce mérite qu'Akadosh Baruch Hu veut m'envoyer. Akadosh Baruch Hu ne donne absolument pas en fonction de nos actes, en fonction du résultat de nos actes, mais en fonction de l'investissement de nos actes. Et donc c'est un message d'espoir pour tout le Ham Israël, puisqu'on pourrait dire à notre niveau qu'est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va mériter le Mashiach, est-ce qu'on va mériter? Oui, on va le mériter, parce qu'on va faire le maximum. Alors, on va peut-être pas arriver au niveau de Rabbi Akiva, au niveau de Moshe Rabbeinu, mais en tout cas, on n'aura pas cette prétention, en tout cas. On aura fait le maximum. On aura pris notre temps pour étudier la Torah, nous dit le Chafetz Chaim, on ne te demande pas de complètement abandonner le Olam Hazé et ton travail, etc. Puisque une des questions qu'on va te poser quand on va arriver en haut, c'est est-ce que tu as fait ton travail avec honnêteté? On a donc accepté l'idée que tu avais un travail, que tu l'as fait avec honnêteté. Et on va aussi te demander Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude? Et donc, on ne refuse pas l'idée d'être dans la vie active et d'être dans la matière, dans la matérialité. On refuse l'idée de se rebeller contre Hachem et de se détourner d'Hachem. À ce moment-là, oui, celui qui se détourne, celui qui ne fait pas l'effort d'essayer au moins de se rapprocher, même à son niveau, à ce moment-là, peut-être qu'il ne méritera pas. Donc c'est ce que dit Caleb ben Yefuneh. Faites votre maximum. Et Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. On ne peut pas rentrer dans les calculs, et c'est ça la faute des Meraglim. Ils sont rentrés dans les calculs de Dieu. Ils ont vu cette terre d'Eretz Israël avec ses géants, avec ses guerres. Ils ont dit c'est trop pour nous. On a fauté, on a fait le Chet HaEgel. On sait que le comportement des Bnei Israël dans le désert n'a pas toujours été à 100%. Se sont plaints contre la manne. Comment se plaindre contre la manne? Donc leur niveau, on pouvait se poser la question et on pouvait avoir cette réflexion des Meraglim en se disant on n'y arrivera pas, Dieu ne va pas nous envoyer la terre d'Eretz Israël, on a fait trop de fautes. Et ça, Caleb arrive avec son message et leur dit non, vous faites erreur. Bien sûr, il y a le problème du Lashon Hara sur Israël, mais il y a aussi ce problème de réflexion beaucoup plus profonde des Meraglim qui disent on n'y arrivera pas.
c'est trop difficile. Et donc il rentre le Yehush, il rentre ce désespoir au sein des Bnei Israël. Et là, Kalev arrive avec ce message et dit non, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous avez fauté, c'est exact, mais Akadosh Baruch Hu regarde maintenant ce que vous êtes capable de faire et l'investissement que vous allez donner. Et en fonction de ça, il va vous récompenser, il va vous donner Eretz Israël. Et donc, voilà comment on va pouvoir avoir le mérite, nous aussi, on l'espère, très rapidement avec le Mashiach. Pas en regardant nos mérites, parce qu'on n'est peut-être pas une génération très méritante, mais notre investissement. Et Baruch Hashem, on le voit aussi à travers le Makom des étudiants, où on voit des jeunes qui viennent étudier la Torah, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, avec toutes les tentations qu'il peut y avoir de ce monde, ils viennent et ils se regroupent dans un endroit où on étudie et ils donnent l'importance à la Torah. C'est ça qui va nous sauver, et c'est à travers des vidéos comme ça que vous êtes en train de regarder sur votre ordinateur, au lieu de regarder d'autres bêtises, vous êtes en train de regarder des divrei Torah, et bien c'est comme ça qu'on va y arriver, et Bezrat Hashem va très rapidement avoir le Mashiach, Tzidkenu, Bimera, Binyamin. Amen. Eh bien, cher Rav Benyamin, merci beaucoup pour ces paroles de Torah. Merci également pour tout ce que vous faites pour nos étudiants et des mérites énormes que vous leur accordez également pour les motiver à faire ces efforts. Et répondre à un besoin et à une demande. Si tu me permets un dernier point. Bien sûr, volontiers. Puisqu'on a parlé du Lachon Hara, c'est un point qui m'est cher, c'est une réflexion que je me fais souvent et qui m'attriste quand je vois qu'on pêche à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des moyens de communication qui nous permettent, Baruch Hashem, d'avoir des divrei Torah sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un potentiel Lachon Hara qui est énorme. À travers un petit commentaire, à travers une photo, à travers sur un groupe WhatsApp, une moquerie concernant une des personnes présentes dans le groupe ou autre, peut faire des dégâts énormes. Donc c'est un Lachon Hara qui prend des proportions qui n'a jamais existé. Donc il y a le côté positif à travers cette diffusion de la Torah, mais il y a le côté négatif à travers la gravité. Quand on a une arme aussi dangereuse, eh bien, il faut en faire très attention et un très bon usage. Donc faites attention, quand vous êtes sur les réseaux, on va tous faire attention. Quand vous êtes sur les réseaux, quand vous êtes avec vos petits engins dans vos mains, de ne pas faire de Lachon Hara. Et voilà, je terminerai sur cette idée. Merci encore, et voilà, nous espérons en tout cas, nous sommes sûrs et certains de faire déjà un bon usage, nous, de ces moyens, et que bien ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, eh bien, en seront reconnaissants. Et encore merci à vous, merci Rav. N'hésitez pas, merci. Bravo pour ton travail. Voilà, n'hésitez pas bien, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour nous suivre sur Facebook, sur YouTube, et également bien, vous inscrire à notre newsletter de la communauté juive de Créteil. Et nous espérons bien vous revoir bien très prochainement, régulièrement. N'hésitez pas également à venir nous rencontrer, à rencontrer le Rav Benyamin. Venez au Makom, voilà. Prenez contact à travers Facebook, à travers ce que vous voulez. On est là, on vous attend, vous êtes les bienvenus. Voilà, Baruch haba bekom, comme on dit. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.